Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Hier, on était à Ares Fighting Championship Volume 7, on va parler de la performance d'Abdul, on va parler du combat Amin Ayoub contre Damien Lapillus, et un petit peu d'Ahmed Sadamov qui s'est imposé par soumission et qui a pris le titre middleweight, mais Abdul, franchement, chapeau, générique Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Alors on voulait commencer par Abduragimov. Moi je vais dire un truc, je pense pas que ce soit une hot take, mais j'en suis vraiment rendu compte avec le combat qu'il y a eu ce soir, c'est qu'on est en train d'assister, qu'on aime ou pas, Abduragimov à ce qui se passe avec Islam Makhachev et avec Khabib avant. Il va affronter un striker, il va affronter n'importe quel gars, et c'est qu'une question de temps avant qu'il aille au sol, et quand il est au sol, c'est qu'une question de temps avant que ça bascule de son côté, aussi fort soit le gars, aussi fort soit la technique qu'il a préparée. Et là, on a vraiment ce côté-là avec Abdul, c'est à partir du moment où on est au sol, on sait qu'à un moment donné, il va réussir à débloquer la situation pour s'imposer, et avec une agressivité. Les deux derniers combats, c'était des soumissions, mais là, le ground and pound qu'il a mis à Karl Amoussou, c'était d'une violence. Mais enfin, j'ai rarement vu ça. Enfin, et de la part d'Abdul, de voir qu'il dégageait autant de puissance comme ça et qu'il y avait cette telle envie. Enfin, il y avait vraiment une envie de nuire sur chaque impact. C'était hyper impressionnant et c'est pour ça que moi personnellement en soi l'arrêt de l'arbitre m'a beaucoup moins du médecin m'a beaucoup moins choqué que pour Amin Ayoub contre Damien Lapillus, parce que vous n'avez qu'à voir la manière avec laquelle Karl se relève à la fin du premier round. Perso, je pense que si le combat recommençait, c'était l'envoyer un peu à l'abattoir parce que il était pas en état. En plus, quand on regarde la pause, il était juste avec le médecin. Enfin, je pense, ok, il y aurait eu un vrai finish, mais c'était pas le finish qu'on voulait voir pour ce combat. Ouais, il a fait un post magnifique d'ailleurs après le combat, Karl, sur Instagram, où il explique un petit peu sa vision de comment ça s'est passé, etc. Déjà, évidemment, utile de le préciser, mais respect éternel à Karl Amoussou, légende du MMA français. Et c'est vrai que du coup, même lui sur le post Instagram était en mode, j'aurais quand même aimé partir sur mon bouclier, donc j'aurais pu repartir, j'aurais pu me relever et partir au combat. Mais il disait qu'il n'était pas non plus il estimait lui-même que Abdul était vraiment le plus fort ce soir-là. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins choquant, on va y revenir, que ce qui s'est passé dans le combat de Amin et Damien. Mais c'est vrai que ce qui est impressionnant, en plus, ce qui était très étrange dans le combat, c'est que le combat commence, ça se passe debout, il y a des explosions de la part de Karl, ça va vraiment vite. Il y a des impacts, en fait, il roule un peu avec les impacts, ouais. Abdul, donc il les prend pas plein pot, mais ça va vite et clairement Karl a envie de faire mal aussi sur chaque explosion. Mais c'est vrai qu'en fait, détendu, à partir du moment, mais même détendu debout. Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça. En fait, le contraste déjà debout entre les deux était assez étonnant en fait dès le début du combat, parce que c'est vrai que je sais pas si c'était de la nervosité, mais au tout début du combat, Karl il faisait énormément de mouvements, beaucoup de petites feintes, beaucoup de petits mouvements. Je sais pas si c'était pour essayer de noyer d'informations à Abdul ou si c'était peut-être de la nervosité, ou j'en sais rien. Il est tellement expérimenté que j'ai du mal à me dire que ce soit de la nervosité, mais on sait jamais, tu vois, c'était quand même une grosse occasion. Mais sachant qu'il en a vu d'autres, Karl, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y avait un tel contraste entre l'hyperactivité de Karl et l'économie et presque, mais vraiment, tu sais, t'avais l'impression de voir, tu sais, l'espèce de trucs qui sont là dans les garages, les trucs gonflables là qui se balancent d'un truc, un autre en avec le vent. C'était un peu ça. C'était un peu Abdul, tu sais, la boxe de l'homme ivre là en wushu. Et à partir du moment, par contre, où il accélère, c'est vrai que je te rejoins. On a vraiment cette impression que quand il réussit à te coller et à t'attraper, c'est qu'une question de temps. C'est assez impressionnant. Je pense aussi qu'il y a peut-être un petit peu de notre part même si les performances sont là, tu sais, comme on entend Clément Marcoux dire qu'il a jamais vu un truc pareil, on entend tous ses partenaires d'entraînement, on entend tout le monde en fait nourrit la mystique en disant à propos d'Abdul
des trucs qui clairement font de lui, même dans notre esprit, avant même qu'on le voit combattre, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a peut-être aussi un biais parce qu'on sait qu'on est vraiment, mais même si je te rejoins, tu vois, mais on sait qu'on est censé voir quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, et pour le coup, moi, pas du tout. C'est pour ça que je voulais dire ça. Bah non, c'est vrai, parce que c'est un truc que chez les autres combattants, bon, j'ai pas envie de. Ça m'embête de me dévoiler comme ça devant vous tous. non, dévoile-toi. Par exemple, quand il y a les combats Bobby Green contre Islam Makhachev, quand il y a Islam Makhachev contre Dan Hooker, à chaque fois, ou même tous les combats de Khabib, j'aurais aimé le voir en difficulté. Donc à chaque fois, j'avais envie de voir ce moment où il était en difficulté, même contre Justin Gaethje. Et pourtant, je l'ai jamais eu. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'avec Abdul, je vois la même chose, tu vois. Je vois la même chose avec le striker qui essaye tout. On est là en train de se dire, ah, peut-être qu'il va être touché, peut-être qu'à un moment, il va chanceler, peut-être qu'à un moment, il va être obligé de rester debout, il va être obligé d'être poussé dans ses retranchements. Mais non, il arrive toujours à trouver un moyen. Et à partir du moment où il vous a mis le grappin dessus, c'est terminé. Et c'est pour ça que je dis ça. Moi, c'est cette impression. C'est ce côté, c'est inéluctable. Le gars, il va avoir ses chances, il va pouvoir mettre quelques low kicks, il va pouvoir faire 2-3 trucs, mais au bout d'une minute, Abdul va réussir à mettre la main sur lui, et à partir de ce moment-là, le combat est pour lui, en tout cas, pas forcément pour lui, mais ça va être à son rythme, et c'est lui qui va dicter là où va aller le combat. Et on a exactement cette impression-là avec Abdul. Ouais, et c'est, pour le coup, c'est vrai que la domination par Abdul du rythme du combat, là, c'était vraiment le cas parce qu'il a mis Karl au sol. Il a réussi donc c'est à partir d'un clinch, il a fait je sais même pas quel est le terme exact en judo, mais il a réussi à le faire tomber. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques minutes pendant lesquelles c'était très tranquille. Dans le sens, il y avait Abdul qui était en position avantageuse. Je crois qu'il était dans la garde de Karl, mais c'était des petits coups. C'était rien de significatif. D'ailleurs, on voyait. Parce que là, oui, kudos à Karl d'avoir. C'était son plan, c'était vraiment de complètement tout nullifier, tout fermer à Abdul pour empêcher toute avancée, et puis compter sur effectivement le manque d'activité pour que l'arbitre le remonte. Donc c'est un pari qui est. Personnellement, c'est assez risqué parce que Abdul mettait quand même quelques petites frappes qui permettaient de maintenir le combat au sol, et forcément ça demandait une grosse débauche d'énergie de la part de Karl qui, au bout d'un moment, si l'arbitre ne les relève pas, allait forcément libérer quelques options pour Abdul, qui ensuite ça a donné ce que ça a donné. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment. D'ailleurs, c'était vraiment intéressant parce que tu sais, il y a les cams des coins pendant le combat, et on voyait, et c'était vraiment intéressant, on voyait donc dans le coin de Karl, on voyait Thomas Loubersan du coup qui a fait sa préparation, qui était en mode putain, mais pourquoi ça se relève pas? Et donc, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, ça m'a pas choqué que l'arbitre ne relève pas. Ça m'a pas choqué parce que c'est l'éternel truc de si tu n'arrives pas à te relever par tes propres moyens, c'était un peu, tu sais, l'éternel débat de Joe Rogan avec Ben Askren, tu vois. Si tu n'arrives pas à te relever par tes propres moyens, dans un combat, ça voudrait dire que. Mais d'un autre côté, c'est aussi du spectacle, et donc si jamais la position est nulle et qu'il ne se passe rien pendant trop longtemps, c'est vrai qu'il faut relever. Mais là, en l'occurrence, ça m'a pas choqué que le combat ne soit pas relevé, parce que c'est vrai que même s'il n'y avait pas de coup significatif de la part d'Abdul, c'était pas comme si c'était non plus rien. Et c'était pas significatif, donc c'était pas des coups qui mettaient fin au combat, mais il y avait effectivement un travail d'Abdul, donc un petit peu de sape au corps, et surtout de temps en temps il essayait, tu sais, de se défaire de l'emprise de Karl, ce qui crée chez Karl une débauche d'énergie. Et puis surtout, du coup, c'est vrai qu'à la fin du round, que ce soit parce que du coup Karl s'est peut-être rendu compte que ah merde, du coup comme ça ne se relèvera pas, il va peut-être falloir changer de stratégie. C'est peut-être ça qui s'est passé, et en tout cas c'est vrai que là il y a un moment donné où où Abdul a réussi à passer en demi-garde, il me semble, et c'est à partir de là où il a vraiment déchaîné l'enfer. Et c'est vrai que là, tu vois, la différence de rythme entre le ground and pound tranquille quand il est dans la garde de Karl et le ground and pound quand il est dans la demi-garde où il y va vraiment pour arrêter le combat, c'est d'une violence. Et le switch, c'est hallucinant, quoi. Mais ouais, il y a vraiment eu ce côté on-off, quoi, pour le coup, que j'ai vraiment rarement vu ça. Et puis surtout c'est là où le combat donc s'est pas arrêté, parce que heureusement pour Karl, là franchement il a été très courageux, mais en même temps c'est une véritable légende. Il s'est pris 25 secondes de ground and pound, mais honnêtement, là c'était le round s'arrêtait, il y avait peut-être 10 secondes en plus, c'était terminé pour Karl Amoussou à ce moment-là. C'est possible, et c'est vrai que les dégâts étaient visibles dans même le langage non verbal. C'est vrai que quand du coup ils se sont séparés,
clairement, on a senti que Karl était pas bien, et c'est pour ça que ça rend l'arrêt de l'arbitre un peu moins choquant. Mais non, c'est vrai que bravo aux deux. Et en plus, c'était cool de voir le respect après. C'était cool de voir Abdul qui va voir Karl, qui lui lève la main. Enfin, ça c'est tellement du bien, ça. Mais c'est vrai que, enfin, tu sais, là, on a presque envie de dire, face à un gars comme Abdul dans ces conditions, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Mais Enfin, exactement. Là, je trouve que c'est très très. Enfin, on va dire, l'issue, je trouve, est très bien parce que Karl, ok, il a été dominé sur ce combat-là, mais c'est pas une fin non plus. Enfin, je veux dire, il se fait pas se face planter, c'est pas quelque chose de dramatique un peu. Enfin, il y a la défaite qui est quand même qui est présente, mais c'est pas grave, je pense, pour la suite de sa carrière. De son côté, Abdul assume pleinement son statut là de plus gros prospect peut-être hors de l'UFC chez les welterweight. Là, clairement, le prochain combat pour lui, ça va être à l'UFC normalement. Enfin, je vois pas ce qu'il peut faire de plus. C'est ce qu'il a de plus à prouver. Toutes ces dernières sorties, ces 3 sorties à ARS ont été de plus en plus impressionnantes. Il y a eu la créativité. Là, en plus, il y a eu ce côté ground and pound, violence qu'il y avait peut-être pas eu sur les précédents combats. Donc, à mon ouais, et avis, puis à en mon plus, sens, il a tout coché. Vas-y. ouais, c'est ça. Il a coché la case vétéran de l'UFC avec Pepe, Godofredo Godofredo. Pepe. Il a coché la case. Enfin, tu sais, je sais pas. Tu me diras si le parallèle est cohérent ou pas, mais j'ai un peu cette sensation aussi de passage de flambeau Complètement. c'était en anglaise. Duopa contre Tony Yoka. Ouais. Bah là, j'ai un petit peu ce côté, tu vois, il y a eu donc le vétéran de l'UFC, maintenant il y a eu le choc franco-français entre deux énormes monstres, donc pour entre guillemets établir l'hégémonie. Et puis, c'est vrai que maintenant, en fait, on voit mal, à part un autre vétéran UFC, peut-être qui est sorti de l'UFC il y a peut-être un peu moins longtemps, mais tu vois, on commence déjà à chipoter. Et c'est vrai que pour moi, là, à mon sens, l'étape suivante, normalement, c'est vrai que c'est l'UFC, quoi. Clairement Big Rusty. Et pour Carla Moussou, Fernand Lopez, en conférence de presse, a ouvert la porte. Moi, je serais assez chaud pour ce combat-là. Un choc Carla Moussou contre Michael Lebou. Ouais. En vrai, je suis trop chaud aussi. Hein. Si les deux sont chauds, moi je suis trop chaud. Donc, Franchement, non, ce serait pas mal parce que je crois que Michael Lebou avait dit en interview que maintenant il était à un moment de sa carrière où il voulait plus descendre chez les lightweight justement parce que là il prend des combats plaisir. Bon, je sais pas si c'est vraiment un combat plaisir contre Carla Moussou, non. mais ni même si parce que c'est pour le coup à mon avis pour Michael Lebou là il y a un arbitrage à faire entre ça va être un combat, je pense, qui va être financièrement intéressant pour lui. En termes d'image, c'est intéressant. Mais le côté combat plaisir, tu fais pas trop de cutting quand t'es en welterweight, mais t'affrontes pour le coup l'un des welterweight les plus hardcore en France. C'est peut-être compliqué parce que c'est pas non plus un vrai welterweight Michael Lebou. Mais si, on va dire physiquement, il se sent prêt à affronter un Carla Moussou, moi je serais chaud parce que tu vois, pour les deux, je trouve que c'est intéressant. Ils sont plus ou moins au même stade de leur carrière, je pense. Et puis ça permettrait, tu vois, ça ferait un nouveau combat intéressant entre deux gars de teams différentes et puis en plus, enfin, deux noms bien connus du MMA français. Ouais, grave. Et puis ça, vraiment, c'est typiquement le genre de choc que le public va surkiffer, tu vois. Ça, c'est vraiment le genre de choc qui est fait pour des événements comme ça. Donc non, moi je suis archi chaud aussi. Ça ferait une opposition de style intéressante. Et c'est vrai que c'est parfait. C'est comme quand t'as l'UFC, tu vois, des Robbie Lawler à fond Nick Diaz, quand effectivement ils n'ont plus les prétentions de titres, etc. Mais que ils ont quand même un niveau qui fait que c'est magnifique à regarder. Bah ouais, c'est parfait. Puis comme maintenant tout le MMAFR, enfin. C'est vraiment le choc où tout le monde se régalerait d'avance, un petit peu comme d'ailleurs le combat dont on va parler ensuite, Ayoub versus Damien. Mais ouais, non, franchement, je suis grave chaud. Et ouais, tu me dis quand on en aura fini du coup avec ce combat, parce que putain, en fait, je sais que je l'ai répété plusieurs fois, mais moi je kiffe tellement Karl parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai découvert le MMA que voilà, je voulais juste le dire, mais du coup, ce sera quand on fera le passage du combat à l'autre. How cute easy. Non, là on va parler de Damien Ayoub contre Damien Lapillus. Ok, donc je peux y aller pour Karl très vite fait. Vas-y. Ok, non, je voulais juste te dire que personnellement, c'est en partie grâce à Karl que j'ai commencé à vraiment kiffer le MMA parce que c'est sur le magazine Fight Sport. Je sais que j'ai l'impression d'avoir radoté mais à mort cette anecdote, mais voilà, tant pis. Mais dans le magazine où il y avait les DVD offerts, etc., c'est un des premiers que j'avais découvert, que je l'ai trouvé trop stylé, Karl Psycho Amoussou. Et voilà, ça m'a fait trop plaisir juste personnellement de le voir en vrai, de le voir combattre en vrai, de le voir arriver dans la cage et tout. Que voilà, enfin. Pour moi, c'était presque une boucle bouclée en tant que fan de MMA, parce qu'il y a eu, quand j'ai commencé, j'ai découvert Fedor pour le MMA international, j'étais en mode, pouah, et le MMA FR, j'étais en mode, putain, c'est qui ce mec pour Karl Amoussou? Donc voilà, c'était
parenthèse fermée, mais pour moi, en tant que fan de MMA, c'était incroyable de le voir en vrai, quoi. Voilà, maintenant Russ peut partir du sport définitivement. Ouais, je me barre. Et là maintenant on va parler Damien Ayoub, Damien Lapillus. Personnellement c'était non pas le combat que j'attendais, enfin j'attendais autant que Karla Moussou, enfin peut-être plus, parce que je vous avais dit moi j'aime bien quand il y a un petit peu d'animosité entre les deux combattants, quand ça se cherche un petit peu des deux côtés, surtout quand les deux combattants apprécient ça, qu'il n'y en a aucun qui semble subir le truc. Clairement round superbe des deux côtés, très 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 haut niveau. Damien Lapillus m'a impressionné parce qu'on peut voir tout le travail qu'il fait à BAM l'héritage en boxe anglaise, avec son jab qui a énormément gêné Amin Ayoub. Il était vraiment en maîtrise comme rarement Damien Lapillus. Et concernant l'arrêt, moi j'ai pas compris, ça m'a mis un seum mais monumental, parce que c'est pas comme si c'est pas comme s'il ne voyait plus Amin Ayoub, ce qui s'est pas, enfin, je pense que vous avez vu les images. En gros, il était juste obligé de lever les yeux pour suivre le doigt de la médecin qui est intervenue. Bon, je pense qu'il en a vu d'autres. Y a pas de quoi arrêter un combat comme ça, surtout quand l'arbitre en plus dit ok, moi j'ai envie de continuer. Enfin bref, ça a mis le seum à tout le monde, ça n'arrange personne, parce que si vous êtes du côté Amin Ayoub, vous avez le seum parce que le combat s'est arrêté. Si vous êtes du côté Damien Lapillus, vous n'avez pas envie de gagner comme ça, parce que certes, s'il gagnait le premier round, c'est pas non plus comme si, enfin, il était au-dessus, mais je veux dire, il était pas en train de rouler sur Amin Ayoub, et Amin Ayoub avait quand même ses quelques moments dans le combat, et on sait pas ce que ça aurait pu donner sur les rounds suivants, parce qu'Amin Ayoub c'est quand même un combattant qui aime bien aller à la bagarre, qui aime bien aussi se prendre des coups. Enfin, il est jamais complètement out de ses combats, et donc c'est pour ça que moi franchement ça m'a énervé, mais vraiment énervé cette fin de combat, parce que ça vous met une espèce de clim sur un combat qui était hyper attendu, de gars qui avaient vraiment envie d'en découdre. En plus, ça tenait toutes ses promesses. Honnêtement, c'est vraiment. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, il y a eu un tel crescendo, la foule, c'était mais tellement stylé. T'avais vraiment deux clans de chaque côté de l'arène, avec le clan d'Amin qui était bouillant, le clan de Damien Lapillus qui était ultra chaud, qui était bouillant aussi. T'as les deux qui font leur entrée, tout le monde est là. Enfin, c'est vrai, tu sentais que c'était un combat qui était ultra attendu. Quand Damien arrive et qu'il voit les supporters de Amin et qu'il leur fait un regard en mode ok. Enfin, il y avait tout, c'était parfait. Le combat commence, le combat tient toutes ses promesses. C'était ultra technique, mais vraiment de l'engagement. Et tu sentais que c'était, tu sais, c'est pas genre quand ils mettent des coups, hop, on est bien, maîtrise parfaite, hop, c'était sublime techniquement, vraiment, hein, le combat, j'ai adoré, mais en plus, t'avais vraiment des moments d'attitude, et ça, c'est les meilleurs combats, tu vois. Par exemple, dès le début du combat, il y a quelques escarmouches, à un moment donné, t'as Amin qui tente un high kick et il glisse, il est sur son dos, t'as Damien qui en profite pour mettre des low kicks, mais tu sais, c'est les mêmes low kicks que Donald Cerrone contre... Oh putain, bah tu l'avais aussi en tête. Comment s'appelait le mec en face? C'était un jeune, je me souviens plus, il est parti ensuite, je crois, au PFL. Et tu sais, des low kicks de putain. Enfin, tu sais, genre en mode... là, c'était un peu moins que Cowboy Cerrone. Ton grand frère, ouais, voilà, vraiment pour faire mal, tu vois. Et sauf que Amin Ayoub, et du coup j'étais juste en face à ce moment-là dans le stand, Amin Ayoub était en mode... Il souriait en mode... lol, tu vois, enfin en mode ok si tu veux, enfin tu vois, de l'attitude des deux côtés, et ça rend les combats mais tellement, ça rajoute un plus à un combat qui est déjà disputé et qui est techniquement de très haut niveau, tu vois. Et c'est vrai que y avait effectivement une vraie bataille technique aussi, avec Amin qui essayait de prendre l'extérieur constamment, beaucoup de low kick. Il a tenté pas mal de genoux sautés. À un moment donné, il a eu une combinaison qui était magnifique aussi. On l'a vu au ralenti où il fait un feinte de genoux sautés. Il revient ensuite avec un crochet du bras arrière. Enfin, et de son côté sublime aussi, Damien, qui effectivement, pour moi, c'est vrai que le premier round et jusqu'au deuxième, même si c'était disputé, je voyais quand même Damien devant par les impacts que je trouvais plus puissants du côté de Damien, et un timing un peu meilleur, je trouvais. Mais et puis une meilleure gestion des temps forts aussi d'Amin Ayoub. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que quand Amin Ayoub mettait l'accélérateur, à chaque fois, Damien arrivait à diffuser. Damien était souvent le dos contre la cage, mais il arrivait à chaque fois à diffuser en changeant de direction, et du coup, ce qui coupait un peu les élans de Amin. Mais et c'est vrai que le bras arrière aussi, les middle de Damien, ça claquait, mais c'était monstrueux. Tu l'entendais dans l'arène malgré la foule en délire. Et mais voilà, c'était vraiment un combat qui était disputé.
toutes les promesses étaient tenues en fait. Et c'est vrai que ce moment-là, en plus, tu sais, je crois que c'était la semaine dernière où il y avait eu Durev contre Buckley. Il me semble que ça a été à la décision, alors que dès le deuxième round, il y a eu arrêt du docteur. Ah, c'était un arrêt? Ouais, arrêt du médecin. Ah bon, je sais pas si on peut dire que c'est un mauvais exemple ce que je viens de prendre, parce que cela dit, d'un autre côté, ils ont arrêté, mais parce que pour le coup, Duraev, c'était son œil, c'était devenu une bouée gonflable. Vraiment, il ne voyait plus rien. C'est vrai. Tandis que, justement, par comparaison, là, c'est vrai que Amine, on voit la médecin arriver, on voit qu'elle monte le doigt et que Amine, du coup, lève un petit peu la tête et bouge un peu la tête pour suivre le doigt, mais c'est tout. L'œil n'est pas fermé. Il y a pas de, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait de coupure suffisamment dangereuse, parce que j'ai l'impression que ce sur quoi s'est basé la médecin, c'est vraiment suivre le doigt ou pas. J'ai pas eu l'impression qu'elle vérifiait de coupures qui auraient pu de ces genres là, ou qui auraient pu s'ouvrir, et là, c'était vraiment dangereux, parce que c'est vrai que c'est l'œil, il faut faire gaffe quand même. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'elle a fait en mode, ok, il suit pas l'œil, non, c'est mort. Et franchement, c'est vrai que ça m'a tellement saoulé aussi. Bon, peut-être qu'elle était pas, peut-être que c'était pas une spécialiste du MMA, peut-être qu'elle avait pas vu beaucoup de combats avant et qu'elle, du coup, elle était en mode, tu vois, c'était peut-être une médecin ou une personne normale qui voit ça, qui se dit, ah oui, c'est quand même spectaculaire, mais quelqu'un qui a vu pas mal de combats de MMA, normalement, ça, enfin, à mon sens, hein, c'est pas du tout suffisant pour arrêter le combat. Et c'est vrai que cette manière, tu sais, genre, très, elle n'a pas eu de doute dans son esprit, quoi. C'était en mode, ah non, pour moi c'est mort, pour moi c'est mort. Enfin, c'était très, ouais, c'était très très frustrant, quoi. Et Amine lui-même était dégoûté, hein. C'était, tu sentais évidemment qu'il était dégoûté. Ouais, mais premier geste, c'était en mode, même quand l'arbitre dit, je n'arrête pas le combat, tu vois. Enfin, même si c'est pas à lui de prendre la décision, mais tu vois, tu te dis, bon, peut-être, t'écoutes les autres interlocuteurs, même si c'est à elle de prendre la décision au final, tu vois, mais quand même tu te dis, il a aussi une expérience dans le domaine, peut-être que je vais l'écouter, et puis surtout, le combat a énormément d'enjeux. Bon. Je n'ai pas compris. Voilà. En fait, c'est vraiment... Il n'y vraiment... avait pas non plus, et puis, pardon, et dernier point là-dessus, après je te laisse, c'est pas comme si non plus le public aussi était en mode faut arrêter le combat, parce que t'entends, il y a ça, il y a tous les gens autour qui sont en mode arrêtez le combat, stop. Voilà. Là, tout le monde était tranquille, et tout le monde priait en mode, non, déjà, que fout le médecin ici, quoi. Ouais, mais ouais, c'est ça. Enfin, alors après, pour le médecin, ça, à la limite, le fait que l'arbitre fasse intervenir un médecin, ça m'a pas forcément choqué, parce que c'est vrai qu'on voyait clairement que Amine était gêné par quelque chose. Sur la fin du round, ouais. Sur la fin du round, et ça m'a pas choqué que le médecin arrête le combat, parce que vu la manière dont Amine réagissait, il y avait moyen que ce soit une coupure à un endroit vraiment dangereux. Donc ça m'a pas choqué que ce soit arrêté. Mais oui, c'est cette manière expéditive de la part de la médecin. Ouais, personne n'a vraiment compris, je crois. Personne à qui j'ai pu parler n'a compris cette décision, et tout le monde était en mode, mais what the fuck, quoi. Donc c'est vrai. En plus, c'était chiant parce que c'est vrai qu'il y a eu ça. Et comme ensuite, il y a eu, même si maintenant on en a parlé à froid, c'était pas du tout aussi choquant. Et après, comme il y a eu un deuxième arrêt médical pendant le main event avec Carla Moussou, les gens étaient du coup déjà dégoûtés de ce truc-là. Et ça a rajouté un petit peu à la colère pour pas mal de gens. Donc c'était vraiment regrettable, quoi. C'était vraiment dommage. Et alors là, j'espère que je vais pas dire une connerie, mais moi j'aimerais un rematch, en fait, hein, tout simplement, en vrai. Je sais pas si les deux seraient chauds, tu vois, parce que peut-être que Damien a envie de passer à autre chose, mais en vrai, pour moi, le rematch, t'imagines un rematch, l'ambiance que tout serait parfait, tu vois. Et main event, oui. Tu fais un rematch, main event, et pour la ceinture lightweight. Voilà. Ah, putain, mais c'est ça. Voilà, faut faire ça. C'est notre cher Bax d'ailleurs qui a eu cette idée pour la ceinture lightweight. Absolument. Donc rendons à Bax qui lui appartient. Non, pour moi, tu fais un rematch, ça, tout le monde va kiffer. Les gars, ils vont avoir le temps de se réchauffer encore quelques semaines. Non, franchement, si Ares nous écoute, les dirigeants d'Ares nous écoutent, qu'ils fassent ça, parce que moi, j'ai vraiment envie de revoir ce combat-là. Et puis j'ai envie qu'il y ait aucun doute, que ce soit du côté de Damien, que tu vois, personne puisse dire ah ouais, mais ce combat il s'est passé ça, tu vois. Non, parce que c'est déjà ce qui commence à se passer. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Exactement, que du côté d'Amin Ayoub, il n'y ait pas de petit goût amer par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Que du côté de Damien Lapille, soit j'ai vraiment validé le truc, c'est terminé, et là maintenant on peut avancer. Et puis que le public est, voilà, tout était parfait, le combat tenait ses promesses, et que nous on puisse aussi avoir le combat qui est en train de délivrer. Et personnellement, si on peut avoir ça sur 5 rounds, je signe tout de suite. Et en plus, tu vois, si t'ajoutes la ceinture, ça ajoute un enjeu supplémentaire, et je pense, personne n'y verrait d'inconvénient. Personne, et puis
c'est vraiment à faire maintenant en fait. Si c'est à faire, c'est à faire maintenant parce qu'en plus, ben, il a 26 ans Amin Ayoub, donc c'est encore très jeune. Il me semble que Damien a 34 et surtout en fait, au-delà du fait que du coup il soit presque de 10 ans l'aîné d'Amine, c'est surtout que là, apparemment, il était vraiment dans une forme Damien qui était mais monstrueuse. Et du coup, bah, j'ai presque envie de dire, bah, profitons un petit peu de ce prime physique dans lequel semble s'être remis Damien pour avoir la revanche entre les deux au top. Pour ouais vraiment, enfin tu sais c'est les UFC, les premiers UFC genre leave no doubt, tu vois, genre là tu fais un Ares leave no doubt, ne laissez aucun doute, et c'est cousu, tu vois, c'est caviar. Et bah, let's go, Big Rusty. En tout cas, on espère être entendu. Et puis, dernier combat, c'est Ahmed Salamov contre José Luis Galindo. Galindo. Ah, j'avoue, hein, avec Rust, on était un petit peu biaisé, hein, même si très Oui. sympathique le Péruvien, franchement, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui. Ah oui. Ouais, non, Ah ouais très 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 sympa, franchement, cool. j'ai beaucoup aimé les ambitions qu'il avait, il était conscient des forces d'Ahmed Salamov, mais tu vois, il voulait vraiment, enfin, il venait clairement pas pour chèque, il était là, il espérait créer la surprise, enfin, puis, tu sais, il était en mode, moi j'ai du cœur et tout, et je sais que ça va être très compliqué, mais je vais réussir à inverser la tendance, bon bah, il s'est passé ce qui s'est passé dans la cage. Chapeau à Ahmed Salamov, il a déroulé. Puis c'est une très très belle performance, je trouve, de sa part. Ouais, absolument. Bah, c'est vrai que c'est dans une moindre mesure, parce que c'est vrai que Abdul, il y a ce côté spectaculaire que pour l'instant n'a peut-être pas encore Ahmed, mais c'est vrai que bah, on sait les forces qu'a Ahmed Salamov, c'est l'épouvantail du MMA Factory en termes de lutte et de contrôle, de grappling, et ben, ça fait du bien de le voir commencer à vraiment enchaîner et prendre ses marques. Maintenant, il est champion Ares, qui est quand même, enfin, c'est vraiment cool, quoi. Et il a dominé. Alors apparemment, son game plan, du coup, ce qu'il disait à Rania, c'était vraiment qu'il voulait se tester un petit peu debout. Finalement, il a vu que bon, ça passait peut-être pas, et donc autant y aller directement dans ses forces, mettre au sol. Une fois que c'était au sol, ça a été vraiment, ça a été tranquille et ça a été tapis rouge vers la soumission, l'étranglement arrière. Donc, enfin, c'est vraiment sans faute. C'est sans faute de la part de Ahmed. Maintenant, c'est vrai que, en fait, on a tous envie de voir tout le monde à l'UFC Paris, donc c'est pour ça qu'on est biaisé. C'est moi le premier. Tu veux le voir maintenant, Ahmed? Ah, moi j'ai envie. Alors justement, vas-y. Ouais, c'est pour ça en fait. Ça me fait chier parce qu'en fait, j'ai envie. En fait, c'est top 5 peut-être mondialement des gens les plus cool du monde, des plus gentils du monde, Ahmed. Et donc en fait, j'ai trop envie que son rêve se réalise. Tu vois, genre égoïstement, j'ai envie qu'il réalise son rêve là tout de suite. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être plus de sens qu'il s'établisse d'abord en tant que champion. Il défend sa ceinture, il prend quelques clients des anciens de l'UFC et ensuite il arrive à l'UFC si jamais tout se passe comme prévu. Mais c'est vrai que hier j'étais en mode putain ouais ce serait bien quand même l'UFC Paris, mais finalement c'est vrai que autant qu'il s'installe quand même encore un petit peu. Ouais, je partage entièrement ton avis, tu vois, qu'ils se construisent aussi une image, qui gagne en expérience, et puis parce que là, mine de rien, enfin, c'est que son 4e combat, il affronte des tueurs, il est champion, donc tu vois, allez, honnêtement, 3-4 combats à Ares, et puis ensuite, il arrive à l'UFC avec ce statut, tu vois, déjà d'espoir du MMA, mais reconnu un peu partout dans le monde, et puis comme ça, ensuite, il pourra passer à l'UFC. C'est ça. Personnellement, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y aille, j'ai juste envie, tu vois, qu'il y aille au bon moment, surtout qu'avec Ahmed, on n'est pas du tout pressé, hein, je veux dire, c'est quelqu'un, ouais, il est jeune aussi. Voilà, hein. Il pourrait y aller dès aujourd'hui, mais autant qu'il y aille dans de très bonnes conditions. Ouais, non, c'est ça. Donc voilà, très content pour lui. Mais vraiment, allez voir des interviews de Ahmed, il est comment dire, il est relaxant en fait comme humain. Tu l'écoutes parler, tu l'entends, tu te sens mieux. Je me souviens que c'est Rampage qui avait dit ça à propos de Fedor. Et il avait dit, bah moi en fait, il y a des moments où, parce que quand ils étaient au Pride, ils étaient tous ensemble, et Rampage disait, il y a même un moment où, quand j'étais en combat, c'était compliqué, etc. À un moment donné, comme ça, j'étais un peu clopin, je regarde à côté du ring et je vois Fedor qui me fait ça, comme ça, avec son sourire de Fedor, et instantanément, je me suis senti mieux, disait Rampage. Bah, Ahmed, je sais pas, il a cette qualité-là, c'est presque comme les magnétiseurs, tu vois, tu l'écoutes parler, t'es à côté de lui, bah, tu te sens bien. Et voilà, c'est trop cool. Formidable, Big Rusty. En tout cas, on souhaite le meilleur à Ahmed Salamov pour la suite. Ouais. Big shout out, my sweet pea. Est-ce que... Protein. Bah, moi, en fait, je voudrais juste dire un tout petit truc, mais j'ai trouvé ça grave cool. Parce qu'en fait, quand je rematais les 2 combats tout à l'heure de Amin Ayoub versus Damien et Abdul contre Karl, ça m'a fait kiffer de voir, c'est genre tout le monde dans le même truc en fait. T'avais
T'avais du coup Clément Marcoux qui était dans le corner de Abdul, t'avais Thomas Loubersan qui était dans le corner de Karl, t'avais, on l'a vu du coup sur les photos, il y avait Benoît Saint-Denis dans le stand, il y avait, enfin, t'avais vraiment tout le monde de toutes les teams, de tous les côtés qui étaient là pour kiffer le show. Et je sais que ça fait hyper, comment on dit déjà, c'est pas moelleux, c'est en français c'est cheesy. Ouais, mielleux, c'est ça. Ça fait mielleux de ouf, mais ça m'a vraiment fait kiffer de juste voir tout le monde qui est là pour kiffer un show. Et voilà, je voulais juste le dire, ça m'a vraiment fait plaisir. Tu vois. Ah ouais? Moi j'aurais préféré qu'il y ait une baston Marcoux Loubersan. Non, je plaisante. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, tanks, t'imagines? Ouais, d'ailleurs, peut-être qu'on met une petite idée là. Make it happen, ouais. Petit combat d'exhibition entre Clément Marcoux et Thomas Loubersan en blague à part. Non, c'était vraiment bien parce que ça, en plus, ce côté, tu vois, les deux rapportent l'artillerie lourde et tout. Non, ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça que j'ai kiffé. C'était vraiment en mode. T'as les deux du main event et même du coup des autres combats qui sont là et derrière, tu sais, t'as les loups, tu vois. T'as les experts, t'as les mecs qui sont là pour apporter, mais le tout pour que ce soit vraiment, tu sais, genre presque armé contre armé et c'était vraiment kiffant. Mais voilà, en tout cas, on a vraiment apprécié cet ARS volume 7. Mais hostie, Michala, my sweet pea. Sweet protein. Moins 38% sur tout maître protéiné avec le code de la sueur. Enfin, c'est les soldes en ce moment, donc il y a un pourcentage supplémentaire sur les soldes. Et puis, Onae, nos savons. On vient de sortir le freezer. Parfait pour l'été. Effet glaçant garanti. C'est sur onae.fr. Et c'est pas des bêtises. Hein. Et c'est pas des bêtises, Big Rusty. Merci du soutien. À très vite. I'm fucking coming for you!